édition de la Biennale de l'art africain contemporain Dakar 2018. Et ici sur ce plateau, j'ai le plaisir de partager ce plateau aussi avec mes invités et mes deux chroniqueuses. Pour commencer, je vais à ma droite retrouver Daisy Goyo. Daisy Goyo, bonjour. Bonjour, je me présente, je m'appelle Daisy Goyo, je suis journaliste à la revue Histoire Dakar. C'est M. Bekaïlaï. Oui, Bekaïlaï, chef de la division des arts de la revue de Dakar. Madame Rosalie Diop. Oui, je suis Rosalie Diop, présidente de la commission culture et à ma gauche, on a Madame Maguette Diébé. Bonjour chers collègues et bonjour chers invités. Je me nomme Maguette Diébé, présentatrice à cette Vision TV. Madame Wardini. Madame Soham El Wardini, premier adjoint au maire de la ville de Dakar, chargée de la culture, du tourisme et de la coopération décentralisée. Et M. Malik Ndao. Oui, bonjour, c'est M. Malik Ndao, je suis le manager général de la Société de l'Homme africain. Voilà, la Biennale de l'art africain contemporain qui avait commencé le 3 mai a vécu après un bon mois, où tout le Sénégal, toutes les régions du Sénégal ont vibré au rythme de l'art et de la culture. Et la ville de Dakar aussi n'a pas été en reste avec 5 expositions. Et ainsi, je vais me tourner vers Madame Wardini. Vous êtes la première adjointe au maire de la ville de Dakar. Et est-ce qu'on peut savoir quelle était votre vision au début de cette biennale, votre vision politique et culturelle? Je parlerai plutôt de la vision du maire et du conseil municipal concernant la culture. Et nous viendrons plus tard sur la biennale pour terminer. Je voudrais simplement rappeler que dès son installation à la ville de Dakar lors du premier mandat, nous avions, avec le maire et le conseil municipal, décliné une politique culturelle qui s'appelait d'ailleurs Dakar. C'était comment animer Dakar culturellement. Et nous avions déjà défini des pôles artistiques, il y en avait 5, peut-être que le chef de la division reviendra plus tard sur tous ces détails. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le maire et le conseil municipal, notre vision, c'est de faire de la culture un pilier important du développement durable. Notre président poète Léopold Sédar Senghor disait que la culture est au début et à la fin de tout développement. Alors la culture, vraiment, ça fait un des domaines où la ville de Dakar a beaucoup travaillé. Nous avons donc pris un engagement dès le premier mandat en convoquant tous les artistes de la ville de Dakar. La réunion s'était tenue dans la salle de délibération où on était en train d'échanger pour voir comment la ville de Dakar pourrait travailler avec tous les artistes qui se trouvent dans le département de Dakar. Et depuis lors, je rends hommage à Feu Omar Ndao qui vraiment s'était donné corps et âme pour définir cette politique et pour travailler avec tous les artistes. Ce que la ville de Dakar a fait en matière d'aide, je veux dire d'aide ou de promotion des artistes, nous avions installé un fonds. Au début, c'était le premier dépôt, c'était 150 millions destinés aux artistes. Ça, c'était vraiment pour promouvoir les jeunes talents. À part cela, nous avons aussi eu à reprendre, redynamiser les centres socioculturels. Parce que ces centres socioculturels aussi, c'était des lieux où les artistes pouvaient se rencontrer avec les populations et échanger. Donc, c'est tout un programme qui a été défini et que nous avons essayé de déployer durant le premier et le second mandat. L'engagement, c'est auprès de tous les acteurs administratifs, auprès de tous les créateurs dans tous les domaines. Alors, nous verrons un peu plus tard ce qu'on a fait dans les détails et peut-être que les techniciens pourront y revenir. D'accord. Et sur ce, je vais retourner vers M. Bekaïlaï. Vous avez quelque chose à renforcer par rapport à ce que vient de dire Mme Wardini? Oui, tout d'abord, peut-être me réjouir de l'organisation de ce plateau qui va certainement nous permettre de faire un premier bilan de cette biennale de ici. Mais pour revenir à votre question, je dirais que pratiquement Mme Wardini a tout dit. Pour tout simplement dire que dès le début de son mandat, même avant, le maire de Dakar avait une vision assez claire de ce que devait être la politique culturelle au niveau de la ville de Dakar.
Et il a pensé, en tout cas, un slogan qui a été un petit peu rassembleur et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir accompli pratiquement tout ce que nous avons fait. Parce que dès le début, le maire nous a instruit une chose. C'est-à-dire qu'il n'était plus question pour lui que des techniciens s'enferment dans le bureau pour décider à la place des acteurs. C'est ainsi donc qu'on a initié cette concertation dont vient de parler Madame le maire, qui s'est tenue le 24 octobre ici dans cette salle de délibération. Ensuite, il nous a instruit de favoriser quand même cette politique du faire-faire, c'est-à-dire laisser l'initiative aux populations et permettre ainsi aux professionnels d'encadrer justement ces initiatives-là. Donc depuis 2009, nous sommes sur cette lancée. Il y a eu quand même beaucoup de réalisations. J'espère que au futur de la peut-être on va pouvoir vous indiquer plus sur ce qu'on a fait jusqu'à ce jour. Et tout à l'heure, vous avez parlé de laisser la chose aux acteurs culturels. Et Mme Rosalie Diop est la présidente de la commission culture. Je pense que vous êtes la bien placée pour en parler aussi. Oui, comme l'a dit Mme le maire, le chef de service culture, la vision du maire, pour lui, la culture est déjà un important instrument de développement durable. Et il s'est engagé dès 2009. Moi, je n'étais pas là en 2009, mais je suis actrice de développement. J'ai été seulement conseillère à partir de 2014. Ce que j'ai trouvé sur place et les réalisations qu'il voulait faire, malheureusement, on n'a pas pu tout faire. Mais c'était un élément important de développement de la culture. Ce qu'il voulait faire, s'il l'avait fait, avec les moyens qu'il voulait mettre à la disposition. L'application, malheureusement, je n'ai pas pu le faire. C'était plusieurs milliards, c'était tellement important et tout le monde pouvait s'y retrouver. Et comme l'a dit Bécaye, c'est promouvoir le savoir-faire des acteurs eux-mêmes en les encadrant, ne pas décider à leur place. Ça, c'est important. Et on a eu beaucoup de réalisations malgré les difficultés de trésorerie, comme vous le savez. Si on avait pu avoir nos 20 milliards qui ont été bloqués, on aurait dépassé tout ça et on aurait vu ce qu'ils voulaient faire. Mais ça ne l'a pas empêché. Même en prison, ce peut développer la culture. Ce sont les produits issus de paix. Et ça n'a rien empêché. Le conseil municipal est engagé et d'accord avec nous. Il faut développer la culture, il faut aider les acteurs à réaliser leurs projets. Et on s'y est engagé. Effectivement, pour la discussion, on va revenir sur le budget que nous avons voté, alloué à la culture, ce qu'on a réalisé. D'accord. En parlant de budget et d'accompagnement, on a ici M. Malick Ndao, qui est le sponsor officiel de la plus grande exposition de la ville de Dakar, l'exposition de l'artiste Balla Ndao. Pourquoi vous avez choisi d'accompagner l'artiste par rapport à cette exposition? Voilà, donc, Mme Fatou Ndambaye, à l'entendre de mes propos, je voudrais vraiment remercier d'abord Mme Rose Wardini, qui représente l'institution de la ville de Dakar, remercier tous les conseils municipaux, remercier également M. Bécaye Ndiaye, qui représente la direction de l'éducation et de l'agriculture. Pour vous dire aujourd'hui, cette société dénommée NAMP Africa, qui est en train d'accompagner, à l'image de la ville de Dakar, l'artiste international Balla Ndao. Cette société a été pensée et créée par Balla Ndao même pour son accompagnement. Pour son accompagnement sur le plan commercial. Cette société-là n'a pas listé sur les moyens vraiment de pouvoir apporter un préfinancement pour la publication et la mise en œuvre des actes de Balla pour bien représenter l'expo de cette biennale 2018. Voilà, ma question s'adresse à Mme
de tradition, la ville de Dakar offre chaque année, il y a un prix d'abord de la ville de Dakar, il y a le cocktail de la ville de Dakar offert par cette ville. Et depuis 2 ans, il n'y a pas eu de prix de la ville de Dakar. L'année dernière, il y avait un cocktail, mais pas cette année. Et est-ce que vous pouvez quand même nous dire pourquoi cela? Ah, si, il y a bien eu un cocktail. Il y a bien eu un cocktail offert par la ville de Dakar quand on avait fait le vernissage de Balandao. Le cocktail d'ouverture, il y a eu un petit problème. Parce que d'habitude, on le faisait à l'hôtel de ville. Et à la dernière minute, le secrétaire général de la Biennale nous a demandé de déplacer le cocktail à l'ancien palais de justice. Or, ce cocktail est offert par la ville aux hôtes qui viennent à la Biennale. Donc ce cocktail, vraiment, nous tenions à ce que ça se passe à l'hôtel de ville. Alors, puisque ça n'a pas été fait au premier jour à l'ouverture de la Biennale, nous avons quand même, avec l'artiste Bala, offert un cocktail aux biennalistes qui sont venus. Je crois qu'il y avait grand monde quand même. Même si ce n'était pas le jour de l'ouverture de la Biennale, on a fait un cocktail comme celui qu'on faisait avec tous les invités de la Biennale. Le prix du maire, la dernière fois, c'était une Tunisienne qui avait gagné, je crois. Ses œuvres même ont été offertes à la ville de Dakar. Ça, c'était le prix du maire à la dernière Biennale. Cette année, peut-être, vous savez tous les problèmes que nous avons, les contraintes budgétaires, mais ça ne nous empêchera pas de reconduire parce que nous sommes en collaboration avec l'organisation de la Biennale. Je crois que la ville de Dakar doit être partie prenante de cette Biennale. Parce que la Biennale, elle s'appelle la Biennale de Dakar. Dakar, c'est Dakar. Dakar, c'est la ville de Dakar. Donc nous devons être impliqués au premier chef. Et nous travaillons à cela. Pour ce qui est des contraintes, c'est vrai qu'on a des contraintes, mais aussi on a la coopération. Nous travaillons avec la coopération décentralisée. Et nous faisons beaucoup avec, je pense, la ville de Marseille. Nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine. Donc je pense que c'est des problèmes qu'on arrive quand même à régler, malgré les difficultés. Et je pense que ça marchera. En parlant de budget, quel était votre budget au début de cette biennale pour couvrir 5 artistes, 5 expositions? Ce n'est pas du tout facile. Le budget, c'était combien, Bekay? Là, je pense que le budget, on ne peut pas. Global, parce que Oui. dans ce budget, c'est vrai qu'il est prévu une exposition comme ça se fait traditionnellement, une exposition pour nous, supposons internationale, parce que non seulement il y a un grand artiste sénégalais, mais vous avez vu que cette année, on a eu quand même la coopération de, comment ça s'appelle, de Las Palmas de Gran Canaria avec l'exposition de Toulon. Donc, il y a une autre exposition à chaque fois que nous consacrons aux artistes locaux. Bon, nous entendons par artistes locaux les artistes qui gravitent autour de nos centres socioculturels. Maintenant, plus les expositions labellisées. Mais pour tout cela, quand nous avons résumé notre budget à 20 millions de francs. 20 millions pour 5 expositions. 5 expositions. Vous croyez que c'est suffisant? Pour financer comme la on n'a jamais assez de moyens que l'on veut. Mais quelquefois, quand même, on va, comme on dit, avec les moyens du bord. Il y a dans certaines situations, par exemple, où nous ne pouvions pas organiser quand même cette biennale à 20 millions. Mais heureusement, quand nous rencontrons par exemple des artistes comme Balandao, qui ont le sens du sacrifice, qui ont le sens quand même de la participation responsable dans ce que fait la ville de Dakar, en amenant le sponsor et en plus lui-même en s'investissant dans beaucoup de domaines, je pense que là, quand même, ça facilite aussi les choses. Je vais revenir à vous, je vais laisser la parole à Maguette Djemé. En fait, du moment qu'on parle un peu de financement et de moyens à bord, tout à l'heure, j'ai entendu Mme Rosalie Diop parler de 20 milliards. C'est exactement ça. Les 20 milliards qu'on a refusé de vous octroyer. Maintenant, je vois que les 20 milliards ont posé un grand emprunt pour le bon déroulement de cette biennale. Est-ce que ça vous fait penser à aller autonomement maintenant à l'avenir, concernant cette biennale, à l'avenir? Est-ce que vous pensez faire avec les moyens à bord ou vous détachez un peu du gouvernement? Si toutefois c'est chose possible. Quand il y a conclusion, la ville de Dakar n'a jamais défendu la ville du gouvernement. Quand j'ai parlé des 20 milliards, c'est l'emprunt obligataire. Où on avait, la culture avait une grosse part pour développer ces projets, ces plusieurs milliards.
ça que je dis. C'est ça qui a été un frein. Mais n'empêche qu'on se débrouille Entre guillemets. pour faire certaines réalisations, malgré les contraintes budgétaires. Et M. Ndiaye va vous parler justement de ces réalisations. Tout à l'heure, Madame m'a posé une question. Quelle est la part du budget réservée à la culture? Pour 2018, c'est 250 millions. Avant ça, c'est 31 millions. Donc, on fait ce qu'on peut. Et À qui la faute d'après vous? hein? À qui la faute? Par rapport à cette répression. On n'a plus les ressources que nous avions. Vous savez, c'est très difficile. Donc vous voulez dire que l'emprisonnement de M. Khalifa Sall Non, 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 toujours sur ça ça. n'a rien à voir, c'était avant. Non, mais bien, je ne sais pas si je peux aussi. Oui, vas-y, allez. Vous pouvez intervenir. Avant qu'il me sorte. C'est avant même qu'il nous soit emprisonné. C'est-à-dire qu'au début, on avait quand même une certaine latitude par rapport à nos moyens. C'est-à-dire des moyens qui sont planifiés, votés, arbitrés par l'administration centrale, qui nous étaient donnés au moment voulu. À un certain moment, on a senti un blocage. Et c'est ça qui a fait justement que nous avons réajusté pratiquement toutes nos activités, tous nos programmes ont été réajustés pour essayer au moins de faire le minimum. Mais comme on avait fait au début, par exemple, si vous prenez l'exemple de 2010, et en 2010, la ville de Dakar, sur au moins 9 mois de magistrature du maire de Dakar, a réalisé des choses extraordinaires, parmi lesquelles quand même le cadeau annuel que la ville avait offert aux Dakarois et qui s'appelait Ribidjon, qui en est quand même un succès retentissant. Mais nous n'avons plus ces moyens-là. On est obligé, par exemple, là où on dépensait par exemple 100 millions, d'essayer au moins de nous confiner sur 20 millions. C'est le cas, par exemple, du fonds d'appui aux initiatives culturelles privées. Au début, c'était 150 millions de francs CFA. Et qui était parvenu quand même à financer plus de 100 et quelques projets. Concrètement, d'où vient cette répression? Pourquoi Mais c'est le Contrainte budgétaire. Avant l'arrestation de Khalifa Sall, on avait des prémices d'un certain blocage. Mais c'est l'administration centrale. C'est l'administration centrale, c'est le trésor, c'est l'État. Voilà. Moi, Qui dépend de l'État. Je vais un peu revenir sur ça. Est-ce que l'emprisonnement du maire a eu un impact quand même sur le déroulement de cette biennale? Parce que Madame Rosalie a parlé de l'emprunt obligataire et ça nous suivi quand même des réductions de budget et tout ce qui va avec. Et on peut même parler de cette caisse d'avance qui peut-être ça a été source de financement peut-être pour les activités culturelles de ce genre. Est-ce que réellement l'absence du maire a quand même influé sur ça? Vous savez, l'absence du maire quand même, on ne peut pas dire que l'absence du maire ne nous a pas touchés. Ce n'est pas possible. Mais je veux simplement vous faire une précision. Le maire, dès son installation dans cette institution, avait mis en place une équipe. Une équipe qui faisait le travail, même pendant son absence. Pendant un moment, on a reproché au maire ses nombreux voyages. Mais à cette époque aussi, la mairie marchait et le maire était souvent en voyage. Alors, il avait mis en place donc cette équipe qui continue, qui est la même et qui continue à faire le travail comme il se doit. Dans l'administration, ils sont là, demandez-leur. Tout ce qui se faisait avant continue à se faire. Maintenant, les contraintes budgétaires, notre budget cette année a baissé de quelques 6 milliards, je crois, on est passé de 66 à 58 milliards. On a des contraintes budgétaires. Quand on fait le budget, on est obligé de faire des arbitrages. Et il y a les priorités. La culture en est une. Mais il y a des choses qu'il faut absolument faire avant. Alors, c'est en faisant ces arbitrages-là que très souvent, la culture perd beaucoup de millions dans son budget. Mais nous pensons toujours pouvoir combler avec la coopération. C'est ce qu'on est en train de faire. Mais l'absence du maire, l'institut continue, les conseils se tiennent, l'administration marche. Bon, le maire, il est toujours maire de Dakar, il continue à signer tous ses grands projets.
Non, on a des délégations de signature simplement. Moi, Moussassi, les autres maires adjoints ont peut-être des délégations de signature. Mais c'est le maire qui continue à signer, qui continue à traiter ces dossiers à partir de la prison. Madame Zardini, tout à l'heure, vous parlez de coopération décentralisée. Donc, la ville de Dakar a toujours eu des vigilants. Donc, même il y avait des villes qui étaient venues pour exposer. Mais cette année, donc, par rapport à ces journalistes, est-ce qu'il y a eu des impacts? Est-ce que réellement, donc, il y avait à prévoir quand même des étrangers qui devaient venir pour exposer pour cette biennale? Pour cette biennale, il y a eu peut-être les Espagnols qui sont venus. Oui, je crois que là, c'est tout. dans un autre cas. Ça dit qu'on avait une coopération et on a toujours une coopération avec la ville de Ville et la communauté d'agglomération de Grand Paris. Donc, nous avons formé un réseau avec la ville de Bamako, de Nouakchott et de Taï. C'est dans ce cadre-là que l'année passée, c'est-à-dire à la biennale 2016. Le président de la communauté d'agglomération du Grand Paris Sud, M. Francis Chouat, avait décidé de faire participer toutes les villes à la biennale de Dakar, ne serait-ce que pour l'expérience. Et ensuite, permettre aux techniciens des villes de choisir des projets en commun à exécuter en commun, probablement simultanément. Donc, on est jusqu'à présent dans cette réflexion-là. C'est ça qui a fait que cette année encore, comme on n'a pas les conclusions de cette concertation-là, c'est ça qui a fait que cette année, les filles qui étaient là la fois passée ne sont pas là. Mais nous avons quand même réussi à avoir la déclaration de Las Palmas de Gran Canaria. Mais pour un tout petit peu quand même revenir à votre question qui persiste un petit peu, l'absence. Je dirais que l'absence du maire a eu plutôt un impact positif pour la ville de Dakar. Parce que ça a permis au moins aux gens, par sympathie et par souci de tout ce que le maire a fait pour le monde culturel, vraiment de faire un rush de jour du cocktail de Bagdad. Ça, c'est de deux, par exemple. Ça nous a permis à nous, en tout cas, de trouver beaucoup plus de griefs par rapport à l'organisation même de ces biennales-là. Vous avez tantôt parlé du prix du maire. Mais le maire est toujours disponible à donner un prix parce qu'il trouve normal qu'une biennale qui se déroule du moins à Dakar et qui s'appelle Dakar doit au moins pouvoir bénéficier d'un prix du maire. La fois passée, au niveau de l'organisation centrale de cette biennale, mais les gens ont décidé, tout de go comme ça, qu'ils ne vont pas en tout cas obtenir un prix du maire. C'est comme ça que ça s'est fait. Mais le prix du maire, en tout cas dans le budget, est toujours prévu parce que nous pensons que le premier prix qui doit être donné au cours de cette biennale-là, ça doit être le prix de l'édite de la ville de Dakar, donc le prix du maire. Donc, s'il y a problème, ce n'est pas de notre côté. L'absence du maire a eu un impact très positif sur ce que nous faisons jusqu'à présent. Ça nous a donné beaucoup plus de sympathie par rapport aux acteurs, parce que quand même nous avons réussi dès le début quand même à signer un contrat de confiance avec ces gens-là. Le maire a eu à faire ses preuves par rapport à ces gens-là et ils ont senti qu'il y avait au moins une politique qui était là pour booster la culture, qu'il y avait une politique qui était là pour nous permettre au moins de réaliser beaucoup de pression, de quitter le simple stade de créativité pour aller justement vers l'économie créative. Et ça je crois que c'est un avis partagé par tous les acteurs culturels de Dakar. Oui, pour vous rejoindre dans ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que cela vous a permis de faire de nombreuses innovations, mis à part la communauté espagnole, vous avez dit, que vous avez accueillie? Est-ce qu'on peut noter d'autres innovations? Naturellement, parce que quand même, nous tirons quand même des leçons de l'expérience passée. Pour cette année, on a eu, à part, comme je disais, l'expo internationale, c'est-à-dire Balandao et un invité qui vient du pays. Nous avons l'exposition commune des artistes, mais nous avons labellisé d'autres expositions. Ça déjà c'est une innovation, mais l'innovation majeure, ce n'est pas justement dans la tenue des expositions, mais c'est plutôt dans
dans les amorces de coopération que nous avons pu quand même établir durant ces biennales et qui nous oblige en tout cas de très bonnes perspectives. Je ne peux pas dès à présent peut-être dévoiler certaines choses, mais vous verrez plutôt que la ville de Dakar au plan culturel est d'attaque, c'est-à-dire nous refusons de stagner, parce que la vision de notre édite, c'est de pousser la culture, c'est de faire en sorte que les gens perçoivent la culture conformément aux recommandations de l'UNESCO et même de l'ONU, que cette culture-là soit placée comme quatrième pilier du développement durable et je pense que nous sommes certains. Mais est-ce que la population a répondu à votre appel? Est-ce qu'il y a eu un engouement populaire? Non, là c'est la générale. Puisqu'en fait, beaucoup de gens se posent cette question. Pourquoi il n'y a pas eu d'engouement? Pourquoi il n'y a pas eu d'engouement? Et encore que ceci est relatif. Mais il y a plusieurs facteurs conjugués. Il y a eu d'abord ce mois de Ramadan. Il y a beaucoup de frères. Il va de soi. Mais il y a le fait que la biennale, comme en tout cas nous, au niveau de nous le réclamons, n'est pas encore la biennale des peuples, la biennale des populations. Et pour cela, nous avons une proposition claire et nette. Il n'y a que la ville de Dakar en tant que collectivité et les autres démembrements sanitaires communes pour permettre à cette biennale d'être la biennale des populations. Qu'elle soit sentie un peu partout à travers Dakar et partout. Est-ce que vous avez prévu ce chevauchement entre le Ramadan et la biennale? Est-ce qu'il y a moyen de l'éviter dans les années à venir? Ah non, là je pense que c'est l'État. Bon, c'est des programmations quand même qui nous dépassent. Parce qu'en fait, c'est l'État. Le ministère de ça se fait. Mais je pense que quand même ça doit au moins ouvrir les yeux aux gens du programme pour qu'ils puissent se rendre compte que quand même il n'est pas intéressant d'organiser quand même certaines activités Au mois de Ramadan. Je voulais ajouter que le maire de Dakar peut-être a compris tout ça avant qu'il y ait ces événements-là. C'est pour ça qu'il avait fait de la réhabilitation des centres culturels une priorité. Parce que si on a commencé à ce programme de réforme des centres culturels, parce que c'est là où les populations peuvent adhérer à la politique culturelle de la ville de Dakar, qui en fait, pour les populations, c'est dans les communes, il y a 19 centres culturels dans chaque commune, il y en a. Et si on réussit à réhabiliter ça, à réformer, à faire participer les populations, les artistes du coin dans le fonctionnement de ces centres culturels, avant la prochaine biennale, durant le soir. Comment vous avez parvenu à faire le tri des artistes exposants avec un budget de 20 millions? Ça n'a pas été du tout facile. Non, du coup, là, je pense que les artistes sont exigeants aussi. Oui, je pense que peut-être le point focal ici à Abraham Santos, je le remercie au passage, peut-être, était mieux placé que moi pour en parler. Mais vous savez, nous avons notre main liste, nous avons nos relations avec les artistes. La biennale est peut-être une occasion, c'est-à-dire c'est en fait un aboutissement. Parce que ce que nous faisons durant cette biennale découle quand même de long processus, parce que nous sommes en train de former au niveau des centres. Nous accueillons des artistes au niveau des centres. Maintenant, pour une organisation comme la biennale, nous donnons la priorité au centre et en tout cas nous responsabilisons nos chefs de centre pour qu'ils puissent eux-mêmes choisir en tout cas les meilleurs artistes de leur territoire et nous les présenter. Nous aussi, dans ce que nous savons au plan national, donc par exemple à la Nord, ce n'est pas par hasard qu'on l'a eu. Le point focal a eu quand même à aller visiter Balandao d'abord dans son atelier, comme il a eu à visiter plusieurs autres ateliers. Il a jeté son dévolu sur Balandao, nous en avons discuté, nous avons trouvé que ce qu'il fait, non seulement c'est intéressant, mais ça correspond en tout cas en bien des choses à ce que fait la ville de Dakar. Surtout que ça parle d'environnement, ça parle d'art, ça parle de femmes. Vous avez votre
pérenniser le partenariat entre l'Amp Africa et la mairie de la ville de Dakar pour d'autres expositions à venir. Là, je pense que Madame. Mais bien sûr, tous les partenaires sont la bienvenue. De toute façon, on est obligé de le faire parce que vous savez que le budget de la ville de Dakar ne suffit pas pour tous les projets que nous avons pour Dakar. Donc les partenariats seront toujours les bienvenus. Je pense que Bekay peut vous le dire, on a eu à faire des conventions avec les différents artistes, avec les producteurs. C'est des conventions qui se font, et particulièrement à l'approche de la biennale, des artistes viennent nous proposer leurs œuvres, leurs expositions, et c'est avec les services techniques de la ville que nous essayons de concrétiser ces partenariats. Vous le dites, le budget n'était pas suffisant, 20 millions, mais on ne peut que faire avec ce qu'on a. C'est ça. Alors, c'est pourquoi j'invite vraiment des partenaires comme M. Malik Ndao à s'approcher de la ville de Dakar. Nous aussi, nous irons vers eux pour vraiment qu'on puisse travailler ensemble pour le bien-être des populations de Dakar. Malik Ndao, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Vraiment, je me réjouis vraiment de notre participation à côté de la ville de Dakar. Donc, nous avons pacifié les relations, nous avons eu la chance vraiment de nous connaître. Pourquoi pas sceller un partenariat pour pouvoir vraiment apporter notre contribution au niveau de la gestion de la ville de Dakar. Vous restez sans savoir que l'axe par le travail sur du matériel de récupération. Et que Dakar regorge beaucoup de matériel de récupération, les plastiques sont là, les déchets en fer. Donc pourquoi pas dans un avenir vraiment essayer de rencontrer les autorités municipales pour pouvoir vraiment signer un partenariat qui va déboucher vraiment à mieux prendre en charge les déchets et les ordures ménagères au niveau de la ville de Dakar. Je sais que ce n'est pas facile pour vous parce que vous êtes en face de votre maître, c'est ce que vous disiez tout tantôt. Oui, Monsieur, je ne sais Monsieur pas. Bekay. Je voudrais tout simplement dire par rapport aux sponsors et c'est pas des appuis financiers probables pour la ville de Dakar. Pour encore une fois remercier Malik Ndao et sa structure parce que la ville de Dakar est devenue la vache lépreuse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, actuellement, tous les sponsors fuient la ville de Dakar. Ça aussi, c'est un fait qu'il faudrait. C'est très handicapant. Des sociétés nationales qui devaient être neutres, des sociétés privées et tout. Mais quand on parle de ville de Dakar, les gens pensent Khalifa Sall, alors on s'en fout. Donc, vraiment. On revient à ce qu'a disait Siga tantôt, l'emprisonnement du maire, joue quelque chose sur ça. Oui, mais là, c'est sur un plan global. Sur un plan global, pas spécifiquement sur le plan. Une question, tout à l'heure, Mme Rosalie parlait de redynamiser les centres socioculturels. Concrètement, quels sont les projets en vue? Parce qu'elle a parlé de réhabilitation, d'activités pour les jeunes. Qu'est-ce que les jeunes, d'accord, on peut espérer, surtout les artistes, donc de cette nouvelle vision des centres socioculturels? Oui, d'accord. Bon, moi, je pense que quand même, il faudrait d'abord qu'on comprenne au moins une chose. Quand on parle de réhabilitation, c'est-à-dire qu'on parle aussi quelque part de réorientation. Parce que il n'est pas dit que ces centres socioculturels doivent être quand même l'exclusivité des artistes. Parce que c'est justement le problème que nous voulons régler. C'est-à-dire, au début, nous avions notre plan de politique qui s'appelait Dakar, développement et animation culturelle et artistique, avec ces 5 pôles de développement. Donc on avait choisi certaines expressions artistiques, on a pensé qu'on pouvait les développer dans des zones qui avaient tradition quand même de pratiquer ces arts. Mais un autre problème se pose, c'est-à-dire qu'à Dakar se pose aussi le problème de formation et d'insertion. Nous avons nos infrastructures qui sont propriétés de la ville. Il y a l'acte 3 qui est venu en temps, qui fait que la ville de Dakar n'a plus l'assiette financière qu'il lui fallait pour construire quand même des pôles qui étaient prévus. Nous allons nous rabattre sur ce qui est déjà patrimoine de la ville, mais en essayant d'être le plus efficient possible. C'est-à-dire de pouvoir y développer les expressions artistiques, mais aussi de pouvoir y former
des jeunes et de pouvoir quand même les aider dans leur insertion. Donc c'est en fait ce processus-là qui peut être réussi vers la réhabilitation des centres. Mais pour certains, quand on parle de réhabilitation des centres, on pense uniquement à culture. Mais il y a aussi ce volet social qu'il faudrait quand même qu'on prenne en compte. Je vais jouer un peu avec les mots, Fatou, si tu me le permets. La Biennale 2018 rend hommage à un père de la négritude, Aimé Césaire, d'où le thème L'heure rouge, qui est tiré de la scène Et les chiens se taisaient. L'heure rouge, avez-vous adopté ce thème ou bien vous avez jugé nécessaire de changer de thème? Non, vous savez, la ville de Dakar n'est pas quand même une institution urbaine. C'est-à-dire que nous sommes dans une république et du civil. Quand le ministère de la Culture, quand le comité scientifique de la Biennale décide d'une chose, la ville de Dakar est obligée de se plier à ça. Nous n'avons pas à créer une certaine autonomie par rapport au ministère. D'accord, mais sur Nous l'aspect... sommes dans le thème et tout ce que nous faisons entre dans ce thème. Et sur l'aspect politique, est-ce que ce thème-là ne s'adresse pas à la mairie de Dakar pour dire que l'heure est rouge? À quelques encablures des élections quand même. À chacun son interprétation. En tout cas, nous, on nous a proposé un thème. Nous sommes une institution municipale, nous sommes un démembrement de l'État. Le thème est national, nous adhérons à ce thème. Maintenant, les interprétations, chacun y va de son propre gré. D'accord, merci. D'autant plus que symboliquement, le rouge ne signifie pas par le malheur du ciel. On nous signale qu'il est l'heure et globalement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes satisfait de ce biennale? Oui, je pense que globalement, ça s'est bien passé. Évidemment, il faut toujours améliorer. Et je pense que d'ici la prochaine biennale, la ville de Dakar sera en mesure de faire beaucoup plus qu'elle n'a fait cette année. Et comme vous nous l'avez rappelé, le prix du maire, je pense que cette fois-ci, il sera dans le programme. De toute façon, c'est budgétisé dans chaque budget, je me répète. Mais nous sommes à la disposition des artistes, des populations dakaroises pour vraiment intégrer cette biennale et être partie prenante surtout de cette biennale. Madame Wardini, avant de passer à M. Malik Ndao, l'on a appris que vous avez été récemment décorée par votre deuxième patrie, le Liban, en tant que femme qui a réussi au Sénégal. Vous l'avez appris où, vous? Nous sommes bien informés. Voilà, vous le savez, donc c'est l'ambassadeur même du Liban qui s'est approché de moi. C'est un nouveau qui vient d'être affecté. Et quand il a su que la première adjointe était d'origine libanaise, mon papa est libanais, donc il est venu m'inviter à la LDE. La LDE, c'est la Lebanese Diaspora Energy, qui se réunit chaque année. Tous les Libanais, les personnes d'origine libanaise se retrouvent au Liban pour une conférence. Donc j'ai été invitée et honorée. Il m'a dit, on va vous honorer parce que vous êtes ressortissante libanaise et vous êtes la première adjointe du maire de Dakar. Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Donc c'est un honneur pour tous les Libanais. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, par rapport à notre participation à la Biennale, vraiment, nous avons tiré notre épingle du jeu. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine visibilité. C'est une fête qui vient d'être créée. Donc, de par notre aide financière, donc on a pu vraiment rencontrer, par exemple, la grande mairie de Dakar. Donc, qui produit un partenariat. Donc, c'est ce qu'on cherchait. Et sur le plan international également, les vidéos qui étaient là, donc on a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de contacts. Donc, pour que ça puisse vraiment gérer autre chose dans l'avenir. Ndeye Fatou, si tu me le permets, j'aimerais clore le débat avec une question qui s'adresse à M. Bekay Ndiaye. Je vois qu'il y a une branche... Pardon? Très rapidement, c'est ça, ça me prendra juste une minute. Je vois qu'il y a une branche de la culture qui est laissée en rade, c'est-à-dire la poterie, la sculpture, même la peinture, par une certaine marge de la population sénégalaise. Avez-vous pensé à une solution, histoire de une attractation pour les attirer à s'intéresser davantage à cette branche de la culture, mis à part la danse et la musique? C'est dommage que nous n'avons pas assez de temps, mais je peux vous affirmer que nous nous intéressons à ça. D'ailleurs, nous avons eu quand même, dans le cadre de notre coopération avec la ville d'Evry, d'amener des artisans sénégalais, notamment des potiers, quand même pour faire une très bonne exposition qui a été vraiment bien visitée par les populations.
Merci. Bon, vous remerciez vraiment plateau. J'espère que peut-être ça va quand même nous permettre un petit peu de revoir les choses, puisque quand même vous avez à soulever des questions sur lesquelles nous allons tenter d'apporter des réponses, mais qui nous interpellent et qui doivent certainement nous pousser quand même à améliorer ce que nous faisons. Vraiment, Je pense que même si on n'a pas atteint nos objectifs du Dakar, à travers cette dernière, on a atteint beaucoup de choses. Ça a été une réussite. Il va falloir améliorer pour la prochaine. Je remercie l'absence de mon maire. Moi, je suis conseiller municipal. Je suis politique. Je regrette son absence. Je souhaite vraiment qu'il sorte rapidement et qu'il réalise sa vision. Parce qu'il a une vision importante pour la culture et suivi par tout le conseil municipal. Nous sommes 100. Tout le monde est d'accord à l'évoluer sur cette vision. Il faut plus terminer ce qu'on a commencé, plus développer la culture, pour plus utiliser comme moteur de développement économique. Parce que c'est possible. On espère. Merci beaucoup. Merci. Voilà, moi je remercie tout le monde, surtout nos invités, Madame le maire, pour sa disponibilité et je les chapeaux à la pertinence des réponses. Maguette. Juste, je vous souhaite de passer une très bonne coupure et merci beaucoup de votre disponibilité. À très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait un plaisir de partager ce plateau avec vous. Très chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Merci. Au revoir.